l'image du député et se dire que le député, il est là aussi pour faire le relais entre les territoires et ce qui se passe tout en haut à la Commission européenne quand elle fait ses propositions, en fait. Voilà. Et c'est vraiment important, quoi. Il faut aussi de la diversité. La vision n'est pas la même. C'est ça. Moi, je ne suis pas contre les gens qui sortent des grandes écoles. Et c'est très bien, il en faut. Nous, les gens qui venons du terrain, qui avons des professions qui sont plus terre à terre, je vais dire, on a aussi des choses à apporter, oui, tout à fait. des choses différentes à apporter, et on apporte une autre vision, et ça, je crois que c'est vraiment primordial aujourd'hui. Sinon, on arrive à une pensée qui est complètement uniforme, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait. Il faut embarquer tout le monde dans les projets. Et d'ailleurs, le programme Anna à la pâte, avec toutes nos diversités professionnelles, il a allègrement porté le projet, puisque c'est des gens de terrain qui, par leur écoute, par leur travail au quotidien, a fait monter notre programme. C'était vraiment un travail de tout le monde. Alors, quand on est nombreux comme ça, c'est pas compliqué de réaliser un programme, réunir toutes les idées qu'on a en quelques points quand on est aussi nombreux et avec chacun ses particularités, en fait, quand même. Je pense que c'est là le défi. Moi, je trouve que c'est assez extraordinaire. Enfin, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler du rassemblement, en particulier du rassemblement de la gauche. On sait que la situation est difficile pour la gauche. Mais finalement, personne ne l'a fait. Sauf nous. On arrive à le faire, c'est possible. Mais un rassemblement, c'est pas qu'une occasion électorale ou qu'un sauvetage électoral comme ça s'est fait après les présidentielles. C'est d'abord réussir à construire quelque chose en commun. C'est d'abord trouver une colonne vertébrale, puis après les choses elles se déclinent. Et c'est ce qu'on a réussi à faire et c'est réellement une force. Voilà, on a notre colonne vertébrale, mais ça ne nous empêche pas après de garder la diversité. Et comme je disais hier, c'est un peu la gauche plurielle, c'est-à-dire qu'on arrive à garder notre identité, mais on a réussi à monter quelque chose de cohérent. Tout le contraire de la vie. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'y était pas. On a gardé notre âme et nos valeurs. Et on rassemble 6 partis politiques. Je crois qu'à gauche, on n'a pas fait mieux. Record à mettre. Oui, parce qu'on parle à chaque fois, on nous demande mais pourquoi vous ne partez pas avec Adibès, une liste de plus. Non, pas une liste de plus, une vraie liste solide, ancrée dans le territoire, avec des idées qui nous rassemblent, qui nous unissent et qui parlent français. Une liste 100% Adibès. L'enjeu à gauche, c'est de savoir qui finira premier et qui sera le visage de la gauche. Et ça, c'est très très grave quand même. Je suis concernée de voir que l'élection européenne se transforme en un scrutin national. Alors qu'il y a des enjeux européens qui sont extrêmement forts. L'Union européenne est en danger. On voit les scores que font l'extrême droite et les eurosceptiques. On a une Europe de la défense à construire. On a toute notre politique une Europe industrielle à construire, on a toute la politique agricole commune à revoir. Enfin, les enjeux sont énormes pour l'Union européenne, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi grands. Et on parle de quoi? Est-ce que Glucksmann sera devant Voilà, est-ce que Glucksmann sera le nouveau visage de la gauche et le futur candidat aux élections présidentielles? C'est quand même complètement décalé. Je ne suis pas certaine que les Françaises et les Français ont envie d'avoir ce débat-là. Je pense qu'il ne faut pas prendre non plus les gens pour plus idiots qu'ils le sont. Je crois que les Françaises et les Français ont envie d'avoir un vrai débat sur l'Europe. C'est peut-être pas pour rien qu'aujourd'hui l'extrême droite fait il y a des grosses projections dans les sondages. Aussi parce qu'à un moment donné, on est incapable de parler des vrais sujets et des sujets européens. Et je crois qu'ici, voilà, c'est aussi un territoire un peu symbolique. Il y a un moment donné où les zones rurales ont un petit peu été abandonnées par l'État, où pendant longtemps, l'Europe a été facteur de développement dans les zones rurales. Et aujourd'hui, on voit sans doute moins ça. Et voilà, moi c'est ce que j'ai envie de montrer, c'est comment l'Europe et comment un couple Europe-territoire peut vraiment permettre le développement des territoires, peut être facteur de maintien des services publics,
être facteur de maintien des entreprises, d'une agriculture prospère, non financiarisée. Voilà, donc c'est important pour moi d'être dans ces villes moyennes qui représentent aussi tout un tissu partout en France. Dans le dossier de presse, le programme, le dossier de presse que nous avons envoyé, il parlait d'une PAC régionalisée, je crois, notamment par les idées. C'est sûrement une idée qui pourrait intéresser les électeurs de Dordogne, mais d'autres aussi, comme d'autres départements ruraux. J'ai porté ça au Parlement européen pendant tout mon mandat. Oui. C'est simple, hein, ça vient d'un constat qui est très simple. C'est que chez moi en Bretagne, on fait de l'agriculture pour 6 fois notre population. Vous allez en Provence, on a complètement bétonné les côtes. Le problème, c'est pas qu'on fait trop d'agriculture, c'est qu'il n'y a plus de souveraineté alimentaire. Vous allez en Corse, on produit pour moins de 20% de la population, parce que ça coûte 10% plus cher de produire sur une île. Vous venez en Dordogne, c'est la première fois que je viens ici, je ne connais pas réellement les départements, mais j'imagine qu'il y a des problématiques agricoles qui sont très particulières aux régions. Or, aujourd'hui, la France, parce que c'est un problème extrêmement français, a décidé, décideur des politiques agricoles. Vous allez en Allemagne, en Europe, c'est complètement différent. L'argent, elle va de l'Union européenne aux Länder, et les Länder sont décideurs de leur politique. Ils peuvent adapter leur politique au territoire. Il y a le discours d'Alain Rousset. Mais oui, mais ici en France, il faut que ça passe par l'État français. Et finalement, les régions, on dit que les régions sont décideurs de leur PAC, mais pas du tout. Les régions ne sont qu'autorités de gestion. C'est le mot consacré. Et je vous disais tout à l'heure, il y a des réalités extrêmement différentes. Et on ne peut pas adapter les réalités. Un jour, je discutais avec un groupement d'agriculteurs bio qui me disait nous, on ne monte plus de dossiers de fonds européens parce qu'on les considère comme des fonds toxiques. La complexité et la France, alors déjà, c'est pas facile de monter des dossiers de l'Union européenne, mais la France a encore complexifié les choses parce qu'il faut passer par l'État. Et aujourd'hui, on disait tout à l'heure, on remplit un dossier, on est remboursé, si le dossier est accepté, on est subventionné 3 ans ou 2 ans, 3 ans après. C'est pas tenable comme situation. C'est pas tenable, on sait comment les agriculteurs aujourd'hui sont endettés. C'est absolument pas tenable d'imposer ça aux agriculteurs. Il y a un souhait, il y a des demandes, et elles ne peuvent pas être parce que l'État a fait d'autres choix. Je vais faire un petit retour en arrière. C'était l'occasion un petit peu mais sur qu'est-ce que vous avez pu porter, qu'est-ce que vous avez pu défendre déjà et qu'est-ce que vous souhaitez défendre, continuer à porter. Alors, moi j'ai défendu la régionalisation de la PAC. Voilà. Et puis en plus, c'est vrai que j'ai eu, je ne sais pas si on peut dire de la chance, mais en tout cas les circonstances ont fait qu'il y a eu une grande mobilisation des agriculteurs. Oui. Donc voilà, on a vraiment eu matière à parler. Et puis j'ai aussi beaucoup travaillé sur les accords de libre-échange, parce que en fait c'est la commission commerce international. Et il se trouve que pendant le court mandat, on en a négocié 3, Nouvelle-Zélande, Kenya, Chili, et on a réouvert les discussions pour le Mercosur. Donc il y a quand même eu de quoi faire. Voilà. Voilà, parce qu'il y a un gros volet agricole quand on parle de libre-échange, en particulier avec le Kenya et le Chili, qui sont des pays qu'on appelle en voie de développement, et donc qui ont à offrir leur agriculture souvent et leurs minerais. Voilà. Je vais voter contre ces accords de libre-échange. Et puis l'autre chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, et une mesure que j'ai portée, c'est les achats locaux dans l'alimentation. Ça, c'est parce que je suis cuisinière et aussi parce que j'aime le centre-Bretagne. Mais aussi, j'ai passé plein de temps à sillonner tous les territoires et je me suis rendu compte que en fait, cette problématique, elle existe partout pour des raisons différentes. Et donc, moi, je promeux qu'on puisse, parce que c'est une réglementation européenne, c'est-à-dire qu'un achat alimentaire, c'est comme un achat de jouets en Chine. Donc, je promeux qu'on puisse enfin intégrer dans les marchés publics le fait de pouvoir acheter l'alimentation qui est produite autour de chez vous. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'importera plus rien, ça ne veut pas dire qu'on va se passer de chocolat café,
ça veut dire qu'on va permettre d'introduire une dose locale dans l'achat public. Le volet sécuritaire en Europe, avec l'Ukraine, la montée des extrêmes un peu partout potentiellement, comment est-ce que votre liste se passe justement? Alors, nous, on est une liste fédéraliste. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on souhaite plus et mieux d'Europe. Ouais. Et aujourd'hui, l'Europe, il faut dire que l'Europe a quand même su réagir, a quand même su prendre des sanctions suite à la guerre en Ukraine, mais il y a quand même des dysfonctionnements aujourd'hui. La dernière fois qu'on a voté au Parlement européen pour débloquer des fonds pour l'Ukraine, auparavant, il a fallu que le Conseil se mette d'accord. Et pour que le Conseil se mette d'accord, il a fallu demander à Viktor Orban d'aller boire un café. Non mais c'est une réalité, hein, voilà. Et quand je dis boire un café, c'est réel, c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, il faut à un moment donné que le Conseil puisse sortir de cette règle de l'unanimité. Et puis, il faut qu'on ait une vraie politique intégrée. C'est-à-dire qu'avoir une politique des intégrés des États, ça ne peut pas continuer, on n'y arrivera pas. Et il faut que l'Union européenne ait enfin une vraie diplomatie avant de penser à une armée. Il faut avoir une vraie diplomatie et une vraie politique extérieure. Parce qu'on évite la guerre d'abord en commençant par là. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, effectivement, il faudra commencer à parler d'une défense européenne. Prématuré de parler d'une armée européenne. Je vais reciter ce que dit Guillaume Lacroix, notre tête de liste. Hein. Il dit en fait cette armée qui va appuyer sur le bouton. Enfin voilà, aujourd'hui c'est quand même un peu prématuré. Par contre, avoir que l'Union européenne commence à acheter de manière coordonnée, à s'armer de manière coordonnée, à produire ensemble avec les mêmes matériels, que l'Union européenne commence à avoir une vraie politique extérieure coordonnée. Là, ça commence à être intéressant, et puis qu'elle pèse au niveau de l'OTAN. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle est un nain politique, finalement. Elle est un géant économique, certainement le plus gros marché mondial, et la plus grosse zone de libre-échange économiquement. Politiquement, malheureusement, elle pèse peu. Ce pragmatisme un petit peu, en tout cas, de se dire on va déjà commencer par là pour aller plus loin, je te retrouve aussi dans le côté social. C'est assez simple, hein, les niveaux de vie dans l'Union européenne, ils sont extrêmement différents. Si vous êtes, avoir un revenu universel partout en Europe, ça serait quand même compliqué à mettre... voilà, c'est compliqué à envisager parce que les niveaux de vie, les niveaux de rémunération sont extrêmement différents. Si vous allez en Bulgarie ou si vous allez en France, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Par contre, commencer à se dire qu'on va tous atteindre la même façon de vivre, en gardant chacun ses spécificités, mais en tout cas qu'on puisse tous accéder à un niveau de vie minimum, on va dire, ça c'est un objectif qu'on peut d'ores et déjà se fixer. Je crois qu'il faut être un petit peu réaliste aujourd'hui en Union européenne. Moi, quand j'entends certains dire on va faire un revenu universel européen, excusez-moi, hein, mais on n'a pas de protection sociale en Union européenne. On n'a quasiment aucune politique sociale en Union européenne. On est incapable d'avoir une politique du logement avec une politique de rénovation énergétique partout en Europe, et on nous dit on va faire un revenu universel européen. Il y a un moment donné où quand même il faut être sérieux et il faut être un peu réaliste. Donc commençons par faire des choses qu'on va pouvoir faire. Aujourd'hui, toutes les listes, elles nous parlent de grandes choses. L'Union européenne, le budget de l'Union européenne, c'est 1% de son PIB. Le budget de la France, c'est 58% de son PIB. Donc, avec tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec 1% du PIB de l'Union européenne comme politique ambitieuse. Je crois que d'abord, il faut se poser la question de comment elle s'organise et de comment elle souhaite mettre en place des vraies politiques. Et
Et effectivement, il faudra qu'on se pose la question de la politique fiscale en Union européenne pour construire ces politiques. Fiscale, énergétique, Voilà. climatique. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous défendez justement quand vous parlez d'Europe pour les jeunes? Bon, d'abord des propositions très concrètes. Le passerail, voilà, c'est-à-dire que les jeunes vont pouvoir voyager partout partout en en Europe, Europe. découvrir l'Europe. Les projets Erasmus, Ouais. alors ça existe, mais effectivement c'est plutôt réservé, enfin c'est plutôt utilisé par des jeunes qui font des études supérieures ou des études générales. Nous on veut vraiment mettre l'accent sur les jeunes qui font des études professionnelles, voire même, moi je trouve dommage, moi je suis cuisinière, j'ai fait des études hôtelières, et alors que il y a plein de travail partout en Europe, et en fait finalement les élèves qui font des études professionnelles, c'est eux qui ont le moins accès à ce genre de programme. Donc il faut qu'on puisse impliquer tous les jeunes. Et puis pour être un peu plus général, hein, moi je le dis, quand j'avais 18 ans, 20 ans, l'Union européenne c'était un rêve. Aujourd'hui, je discute avec des jeunes qui ont cet âge-là, ils sont résignés, ils voient l'Union européenne comme quelque chose de très loin. Je crois qu'il faut qu'on leur refasse toucher du doigt ce que c'est que l'idéal européen, et c'est pour ça qu'on propose des choses concrètes. C'est parce qu'on veut que les jeunes, les générations qui arrivent puissent de nouveau avoir une ambition européenne et avoir le rêve européen en eux, quoi. Avec, si je peux être complémentaire, avec une obligation dans les collèges de 3 mois dans un pays européen. Non pas une semaine comme font certains collèges qui ont des jumelages avec telle ou telle ville d'Europe. 3 mois dans le cursus scolaire pour les langues, pour la culture et pour qu'il y ait un échange entre les pays, les régions, et qui fasse épanouir nos enfants dans toute l'Europe et se sentir réellement européens. Volt, je te demande. Oui. Volt, Ouais. qui est avec nous, là, c'est un mouvement. Donc, je l'ai découvert, on ne connaît pas tous. Hein, ils se sont créés en réaction au Brexit. C'est des jeunes qui ont décidé, non, le Brexit pour eux, ça a été un gros choc. Comment est-ce possible qu'un pays se retire de l'Europe? Et là, on voit une belle jeunesse qui est très dynamique. 30 000, ils sont là, 30 000 dans toute l'Europe. Et Ils existent dans tous les pays de l'Union C'est un européenne. pays c'est un mouvement trans-européen, pan-européen. Et là, on voit une jeunesse très dynamique. C'est Ça fait plaisir à voir. Hein. C'est ce qui fait la richesse. Moi de qui notre commence à histoire. vieillir, ça fait plaisir. Ils ont un idéal, ils ont un espoir. Ils sont très motivés. Non, mais c'est vraiment une richesse. Ce partage avec ces différents partis Ils politiques, c'est réellement une communiquent richesse entre pour la eux, vie. c'est fabuleux. Justement, quand on a une partie comme Volt en tout cas, qui se met dans la même liste que vous, on est idéologiquement et politiquement à l'encontre d'autres idées qui sont portées aussi par des listes qui sont populaires, en tout cas, pour lesquelles on annonce des pourcentages de votes importants. Aujourd'hui, sur les marchés, l'idée c'est aussi de convaincre, de dire non, la solution c'est pas celle-ci, c'est peut-être plus nous de notre côté. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont peut-être tentés par, on pourra Brexit, ou en tout cas les gens qui portent des idées comme quoi l'Europe n'est pas la solution, pour leur dire. On a un exemple concret qui est quand même le Brexit. Je crois que si on faisait revoter là-dessus, qu'on aboutirait au même résultat. Je crois qu'il faut montrer ce que l'Europe fait. Et ça, on ne le montre pas assez, mais ça, c'est aussi parce que les députés européens sont peu sur les territoires. Leur circonscription, c'est la France, c'est quand même très compliqué dans les territoires. Mais moi, je regarde ma ville, le skatepark, on a fait un grand skatepark qui est tout neuf dans ma ville, c'est financé par l'Union européenne. La mission de lutte contre les décrochages scolaires dans ma ville, c'est financé par l'Union européenne. Il y a moult projets qui sont financés par l'Union européenne. Je crois qu'il faut que le remette un petit peu au cœur. On ne le dit pas, oui. Notamment en France. Oui, parce qu'en fait, dans beaucoup de pays étrangers, quand il y a un projet, il y a des pancartes et on voit le cycle financé par l'Union européenne. Chez nous, ça se voit quasiment jamais. Je prends le cas de Mozac. Il y a eu la mise en place au niveau du barrage d'un passage pour la remontée des truites et des saumons. C'est l'Europe qui a financé. Donc ça, la région aussi a donné. Oui, et l'Europe a financé aussi. Donc je veux dire par là que concomitamment, les territoires fonctionnent. Grâce aux subventions européennes. Exactement. Et vous en avez partout. C'est à côté et on ne le sait pas. Le projet européen, enfin l'Union européenne, c'est unie dans la diversité. Et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, on ne se retrouve plus dans l'Union européenne.
c'est qu'on essaye de nous faire croire que c'est l'Europe de l'uniformité. Je crois que c'est pour ça que les territoires sont importants, qu'il y a un vrai couple qui se fasse entre l'Union européenne et les territoires, que chacun puisse retrouver son identité. Et attention, il ne faut pas confondre identité et identitaire. Je crois que l'identité des territoires, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Les territoires sont riches. Si on parle d'agriculture, c'est un peu mon sujet, mais quand on voit de quelle manière l'agriculture a façonné un paysage, a façonné des relations sociales, par exemple, voilà, c'est impressionnant de voir quelle richesse on a sur les territoires. Servons-nous de ces richesses, servons-nous de ces diversités, et que l'Europe promeut ces diversités, promeut les territoires. Et là, je suis certaine qu'on arrivera à une vision beaucoup plus positive et beaucoup plus humaniste de ce que c'est que l'Union européenne, et ça, on en a vraiment besoin. Moi, je voudrais revenir sur... Et Guillaume dit souvent, j'aime bien la phrase, eux ils sont de Saint-Germain et nous on est des prêts. Juste une petite parenthèse sur la partie énergétique parce que c'est plus mon domaine. Aujourd'hui, le mix énergétique en France, il représente 30%. Notre but, c'est que ça soit pas 30% qu'en France, mais 50% en Europe. Et pour 3 € d'investis dans le nucléaire, 1 € sur la partie énergétique et voilà. Non, oui, excuse-moi. Voilà. Et ce qui est important, ce qu'il faut dire, c'est que la France, elle est interconnectée au niveau du réseau électrique. Et il faut savoir que pour faire une petite passerelle avec l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe, mais elle détient une des plus grosses centrales nucléaires d'Europe, qui est Zaporijia. Voilà. Donc et ça aussi, il faut l'avoir dans la tête quand on parle de l'Europe.